Je me dis souvent que ma sœur doit être une extraterrestre tombée d'une autre planète. Elle ressemble pourtant à une petite fille ordinaire, un peu maigrichonne, avec des boucles blondes et des grands yeux bruns, comme les miens. Elle s'appelle Alice, et elle a 7 ans. Mais comment une petite terrienne normale pourrait-elle être aussi pénible? Alice prétend toujours faire mieux que moi, même si j'ai 5 ans de plus qu'elle. En toute chose, elle veut être la plus ceci, ou la plus cela. Ça me rend dingue. Aujourd'hui, par exemple, on regardait la télé en partageant un sachet de chips. Et Alice, lui dis-je, regarde cette chips, comme elle est grande. Ben moi, répliqua-t-elle, je viens d'en manger une 2 fois plus grande. Je soupirai. Puis j'ajoutai, je l'ai déjà vu ce dessin animé. Moi je l'ai déjà vu 3 fois. Et c'est tout le temps comme ça. On changea de chaîne et on commença à regarder une émission sur les bêtes sauvages, intitulée Griffes et Crocs, car Alice aime par-dessus tout voir les animaux se dévorer entre eux. Au moment précis où un tigre se jetait sur une pauvre petite gazelle, la diffusion fut interrompue et une annonce s'inscrivit sur l'écran. Bulletin spécial d'information. Oh non, protesta Alice, juste au meilleur moment. Chut, dis-je en posant ma main sur sa bouche. Les bulletins spéciaux, ça m'intéresse toujours. Une femme au visage grave apparut et annonça: la NASA nous signale qu'un objet non identifié vient de rejoindre l'orbite terrestre. C'est ton vaisseau spatial, Alice, la taquinai-je en lui envoyant un coup de coude. On vient te chercher. C'est toi qu'on vient chercher, le martien. Ne m'appelle pas comme ça, grognai-je. J'ai horreur de ce surnom. Mes copains aussi m'appellent le martien quand ils veulent me faire enrager. J'ai tout de même le droit de me passionner pour la recherche spatiale et les ovnis, non? Sur l'écran, la présentatrice continuait. Selon les observateurs, ce pourrait être une comète ou une météorite. Toutefois, les spécialistes de la NASA s'étonnent que cet objet, d'une taille impressionnante, n'ait pas brûlé en pénétrant dans l'atmosphère. Génial, m'écriai-je. Je voudrais bien voir une vraie météorite. Moi, fit Alice d'un petit ton supérieur, j'en ai déjà vu 2 des météorites. Quand je dis que ma sœur est pénible, je lui jetai un coussin à la figure. Ça suffit, arrête de raconter n'importe quoi. Avec une lueur moqueuse dans les yeux, elle me lança. D'accord, le martien. Je me levai du canapé avec un grognement d'exaspération, et je sortis de la pièce. Derrière moi, le tigre était revenu sur l'écran et finissait d'égorger la gazelle, mais ça ne m'intéressait plus. Où tu vas, Jack? S'étonna Alice. Espionner Monsieur Fleischmann. Encore? Je secouai la tête. Oui, il se passe des choses bizarres chez lui. Monsieur Fleischmann s'était installé dans la maison d'à côté il y a 2 ou 3 mois. C'est un grand type bronzé. Ses cheveux blancs coupés très courts ont des reflets argentés et ses yeux gris luisent d'un drôle d'éclat. Il est toujours habillé en noir, chemise noire, pantalon noir, et il conduit une petite voiture noire. En vérité, on ne le voit pas très souvent au volant. Il reste enfermé chez lui les 3 quarts du temps. Monsieur Fleischmann n'est pas un voisin très aimable. Il ne salue jamais personne. Je ne crois pas qu'il ait jamais parlé à papa ou à maman. Une nuit, il y a de cela quelques semaines, j'étais à la fenêtre de ma chambre, occupé à observer les étoiles avec mes jumelles. J'aime beaucoup regarder le ciel, essayer de repérer les satellites. En baissant mes jumelles, je vis distinctement ce qui se passait derrière les fenêtres de monsieur Fleischmann, celles qui donnent sur la cour. Je faillis tomber à la renverse. Je venais d'apercevoir une espèce de créature. Ça n'avait duré que le temps d'un battement de cils, mais je l'avais vu. Ça se tenait sur 2 jambes, c'était gros comme un ours, et avait un œil, un seul, au milieu d'une affreuse face grise et molle. Je n'aurais pas su dire si c'était un humain ou un animal. En tout cas, c'était vivant. Enfin, je crois. Je n'avais pas eu le temps de bien voir. Depuis cette nuit-là, je ne cesse d'espionner M. Fleischmann. Tu as revu la créature? Demanda Alice. Non, mais aujourd'hui, peut-être. Moi, m'interrompit-elle, j'en ai vu 4 des créatures.
Je lui fis une grimace sans répondre et je montai dans ma chambre chercher mes jumelles. Une vieille clôture de bois sépare nos deux jardins. Sa peinture blanche s'écaille et des planches manquent par endroits. J'aime beaucoup m'embusquer dans une des ouvertures pour guetter M. Fleischmann derrière ses fenêtres. Je sortis dans la lumière un peu brumeuse de l'après-midi. Derrière les massifs de fleurs plantées par maman, les branches de notre citronnier ployaient sous le poids des fruits. À la télé, ils avaient dit que cet été, on avait battu des records de chaleur à Los Angeles. Le temps de traverser la pelouse, j'étais déjà en sueur. Papa et maman avaient bien loué une petite maison près de la plage de Malibu, mais tous deux avaient été tellement pris par leur travail cet été qu'on y était allé une seule fois. Je me dirigeais vers le trou de la clôture pour observer les fenêtres de la cuisine. Qu'est-ce qui remuait derrière les rideaux blancs? Était-ce la créature? Je levai mes jumelles quand mon regard fut attiré par quelque chose d'autre, quelque chose qui traversait le ciel. Quelque chose de rond, d'éblouissant, quelque chose qui tombait droit sur moi. La météorite? Oh non, pas le temps de me lever, pas le temps de courir. Lâchant mes jumelles, je me cachai le visage en poussant un cri de terreur. Tout de suite après, je reçus un violent coup sur le crâne. La chose rebondit contre la barrière et roula dans le jardin de M. Fleischmann. Je me relevai, à moitié assommé, frottant ma tête douloureuse. Le ballon venait de s'arrêter devant le perron. Le ballon? Eh oui, ce n'était pas une météorite. Ce n'était pas un morceau de matière inconnue, venu des profondeurs de l'espace. C'était un ballon doré, en caoutchouc dur, à peu près de la taille d'un ballon de foot. Les mains crispées sur la clôture, j'attendis les rires. Je savais que j'allais les entendre. Et je les entendis. Je me retournai et vis 2 garçons et 2 filles qui se tenaient les côtes, ravis de leur petite blague. Margot Weiner habite de l'autre côté de la rue et Léa James 2 maisons plus loin. Derek Lee et Henry Glover vivent à Eastwood, mais ils sont aussi dans ma classe. Je grommelais. C'est pas drôle. Oh si, et comment? S'esclaffa Derek. Qu'est-ce que tu fais, caché dans ce trou? Demanda Margot. Margot est la plus jolie fille du collège. Elle a de longs cheveux noirs et soyeux, des yeux bleus et une petite moue adorable. Elle est mannequin et joue parfois dans des pubs. Léa, une petite rose aux joues piquées de taches de son, est sa meilleure amie. Je jetai un regard inquiet par-dessus la clôture en posant un doigt sur mes lèvres. Chut! Il y a un truc bizarre dans cette maison. Henri répliqua, moqueur. C'est toi, le truc bizarre. Les 3 autres pouffèrent. Je suis sérieux, criai-je. J'ai vu une créature derrière la fenêtre. Une sorte de chien? Demanda Margot. Non, non, pas une bête, une créature étrange, avec un crâne plat, une peau grisâtre et un nez en forme de museau. Hé hé hé, rigola Henri. Il a regardé à ta fenêtre, Margot. D'une poussée, Margot envoya Henri valdinguer contre la barrière. C'est toi qui as un nez en forme de museau? Cette réplique lui cloua le bec. Henri fait un gros complexe à cause de son nez. Henri et Derek sont tous les 2 grands et athlétiques. Ils font partie de l'équipe de foot du collège et aussi de l'équipe de natation. Henri a une drôle de tête, il faut bien le dire, avec ses sourcils épais, son nez trop long et son appareil dentaire. Derek a un large visage rond où brillent des petits yeux moqueurs. On se demande toujours quelle blague il va encore inventer. Je les aime bien tous les 2. Mais quelquefois, ils m'en font voir de toutes les couleurs. « Pourquoi vous ne me croyez pas ?» protestai-je, sans quitter du regard les fenêtres de M. Fleischmann. J'avais la désagréable impression qu'on m'observait de derrière les carreaux. « On ne te croit pas parce que c'est toi qui le dis, » déclara Margot en haussant les épaules. Comme si c'était évident. « Tu racontes toujours n'importe quoi, renchérit Léa. »« Comment ça, n'importe quoi? Tu prétends toujours avoir vu des choses impossibles. »« Ah oui? Quoi, par exemple ?»« Eh bien, dit Derek, tu te souviens de M. Potter, le remplaçant du prof de français? Tu as raconté à tout le collège qu'il se transformait en loup-garou. Tout ça parce qu'il se laissait pousser la barbe. » Mes 4 copains éclatèrent de rire et je fus obligé d'admettre. D'accord, là je m'étais trompé. Et la soucoupe volante? Enchaîna Margot.
Tu oublies la soucoupe volante? Ah non, protestai-je en levant la main. Ce coup-là? Mais elle ne me laissa pas continuer. Tu montrais à tout le monde ce Polaroid où, d'après toi, l'on voyait une soucoupe volante. Et c'était le lampadaire de la rue, à moitié caché derrière les feuilles d'un arbre. Henri m'envoya une grande tape dans le dos. On ne te changera pas, le martien. Je ris avec eux. Je devais admettre que c'était assez drôle. Puis, j'insistais. Seulement, cette fois, c'est différent. Je l'ai vu. Il y a vraiment une créature bizarre dans cette maison. Je repris mes jumelles et je me tournai vers les fenêtres de M. Fleischmann. Et là, je vis 2 yeux qui me fixaient. La voilà, la créature. Regardez, derrière la fenêtre. Là, vous la voyez? Mes copains s'approchèrent de la clôture. Leurs yeux s'écarquillèrent, leur bouche s'ouvrit sur un cri muet. Puis, Margot bégaya. Oh non! Oh non! Alors je compris ce qui leur faisait un pareil effet. Monsieur Fleischmann, tout vêtu de noir, se tenait sous son porche, les mains sous les hanches, et il nous fixait d'un regard furibond. Il ne dit pas un mot. Sans nous quitter des yeux, il ramassa le gros ballon doré, puis se redressa en le faisant passer d'une main dans l'autre, l'air menaçant. Moi, murmura Henri, je me tire. Non, dis-je, attends. Mais mes 4 copains avaient déjà pris leurs jambes à leur cou et disparaissaient au coin de la rue, derrière la maison de Margot. Je me retournai lentement vers notre voisin. Il me fixait toujours de ses froids yeux gris aux reflets métalliques, continuant de faire passer le ballon d'une main dans l'autre. Le soir, au dîner, je racontai à mes parents l'histoire du ballon. Si vous aviez vu son regard méchant, dis-je en essayant de l'imiter. Papa et maman éclatèrent de rire. Alice m'imita en train d'imiter M. Fleischmann. Ça les fit rire encore plus. C'est pas drôle, grognai-je. J'ai vraiment eu peur. M. Fleischmann n'est pas très sociable, commenta maman. Il ne doit pas apprécier qu'on envoie des ballons dans son jardin. Qu'est-ce que tu faisais par là d'ailleurs demanda papa. Eh bien, devais-je leur dire la vérité? J'hésitais. Ils me reprochent tout le temps d'effrayer ma sœur avec mes histoires. Mais cette fois, c'était trop grave. Je pris une grande inspiration et je lâchai. Je surveillais sa maison. L'autre jour, j'ai aperçu une sorte de monstre derrière la fenêtre. Maman leva la main. Jack, s'il te plaît, ne recommence pas. Mais c'est vrai, je n'ai pas eu le temps de bien voir, mais c'était un... Moi aussi je l'ai vu, le monstre, piailla Alice. J'en ai vu 2 même. Furieux, je lançai. Toi tu n'as rien vu du tout, espèce de petite perruche. Veux-tu parler gentiment à ta sœur? Protesta maman. Papa se tourna vers Alice. Les histoires de ton frère sont déjà assez stupides comme ça, sans que tu en rajoutes. Alors tais-toi un peu. Mais, bégayai-je. Une fois de plus, personne ne me croyait. Et tout ça à cause d'Alice. Passe-moi la salade, dit papa. Je criai. Je vous assure, j'ai vu une sorte de créature. C'est ça, passe-moi la salade. Quand papa répète une phrase comme passe-moi la salade, ça veut dire en clair changeons de sujet. Je lui tendis le saladier en bougonnant. Mes parents ont des idées très arrêtées sur la diététique et on mange d'énormes quantités de salade. Qu'est-ce qu'il fait au fait, ce monsieur Fleischmann? Demanda maman. Aucune idée, répondit papa en se servant largement de laitue. Il n'est pas très aimable. Je n'ai parlé avec lui qu'une seule fois. Un type un peu bizarre. Un peu bizarre? M'écriai-je. Tu veux dire complètement jeté? Oui. C'est sans doute un grand timide, déclara papa. Et toi, dit maman en me passant le bras, cesse de l'espionner. C'est impoli et indiscret. On est d'accord? J'acquiesçai de la tête pour avoir la paix, mais j'étais bien décidé à découvrir la vérité sur notre voisin et sa hideuse créature. Après le dîner, papa et maman allèrent au cinéma. Ma sœur partit dormir chez une copine. Je montai dans ma chambre dans l'intention de commencer un des livres de notre liste des lectures d'été, mais je ne pensais qu'au monstre. Pour en avoir le cœur net, je ne voyais qu'une solution, m'introduire dans la maison du voisin. Mais comment? L'idée jaillit aussitôt.
je n'avais qu'à aller lui réclamer le ballon perdu. Parfait. Je dégringolais les escaliers, je traversais le jardin, me glissais à travers le trou de la clôture et je marchais vers le porche arrière de la maison de M. Fleischmann. La lumière était allumée dans la cuisine. Il était donc là. Je tout sautais. Lentement, je levai la main et frappai. Pas de réponse. Il est peut-être dans une des pièces de devant, me dis-je, et il ne m'entend pas. Je cherchai une sonnette, mais il n'y en avait pas sur une porte de derrière. Je frappai plus fort. C'est alors que j'entendis une sorte de hurlement étouffé. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Un chien? Non, M. Fleischmann n'avait pas de chien. Un autre hurlement me fit sursauter. Je pressai le visage contre le carreau de la porte, essayant de voir à l'intérieur. Personne dans la cuisine. Au fond de la pièce, je distinguai une porte ouverte sur un long couloir. Soudain, j'entendis un choc sourd, suivi d'un grognement, et je vis M. Fleischmann sortir du corridor en titubant. Il agitait les bras, il criait. On aurait dit qu'il se battait. Contre quoi? À cet instant, une silhouette hideuse jaillit de l'ombre, derrière lui, et le saisit à la gorge. La créature. Je laissai échapper un gémissement de terreur. Quelle horreur! Cette chair flasque et grisâtre, cet œil unique au-dessus d'une sorte de mufle. Était-ce un animal? Était-ce un humain? Ça se tenait sur deux jambes, mais cette tête! L'affreux mufle s'est ouvert sur deux rangées de crocs luisants. La créature poussa un autre grognement et secoua M. Fleischmann. Notre voisin heurta violemment le mur et glissa à terre. Le monstre se penchait sur lui, grognant, bavant. « Monsieur Fleischmann !» criai-je sans réfléchir. « Relevez-vous, vite !» Il se redressa péniblement, les jambes flageolantes. Il ceintura le monstre, le repoussa de toutes ses forces vers le couloir et disparut dans l'ombre. Je tremblais comme une feuille. « Qu'est-ce que je peux faire ?» balbutiai-je d'une toute petite voix. Je regardai à nouveau dans la maison. Je ne voyais plus personne, je n'entendais plus un bruit. Je ne pouvais tout de même pas laisser ce pauvre homme sans secours. Mais qui appelait à l'aide? Papa et maman n'étaient pas là, et de toute façon, ils ne me croiraient pas. La police! Je vais appeler la police, décidai-je. Je fis quelques pas dans le jardin. Un rectangle de lumière venant de la fenêtre éclairait l'allée. J'essuyai la sueur qui ruisselait sur mon front, puis je courus jusqu'à la clôture, me glissai par le trou, traversai notre jardin. Appeler la police. Il faut appeler la police. Je me jetai sur le téléphone de l'entrée, mais au moment où j'allais décrocher, la sonnerie se déclencha. Je sursautai. « Allô ?» fis-je, en appuyant d'une main tremblante le récepteur contre mon oreille. J'entendis une voix basse et rauque, menaçante. « Jack !» disait-elle. « Jack, je suis un monstre. Je sais que tu m'as vu. Tu en sais trop maintenant. Je n'ai plus le choix. Je suis obligé de te tuer. » Hein? Le récepteur m'échappa des mains et se balança un instant à l'extrémité du fil. Je le repris et, le serrant à le broyer, je balbutiai. « Qui êtes-vous » Silence. La créature, est-ce qu'elle parlait? Je perçus une respiration, puis un rire. Je rugis. « Qui est à l'appareil? Tu as eu peur, hein? Derek? C'est toi? » Il rit à nouveau, puis déclara. « Attends-moi, j'arrive, je suis de l'autre côté de la rue. » Affolé, je criai. « Raccroche, Derek, ce n'est pas le moment de plaisanter, je t'assure. » J'entendis la voix de Margot qui ajouta. « On t'a bien eu, pas vrai? » « Arrêtez, les suppliai-je. Je vous jure qu'il y a de quoi avoir peur pour de vrai. Margot, s'il te plaît, est-ce que tu peux... » Derek m'interrompit. « Léa est avec nous, et Henri aussi. Alors s'il vous plaît, venez vite, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Je suis tout seul à la maison, il faut que vous m'aidiez. » « T'aider à faire quoi? » « J'ai vu le monstre, je l'ai vu attaquer M. Fleischmann, et je crois qu'il l'a tué. » Un grand éclat de rire retentit au bout du fil.
Trouve mieux, Jack, rigola Henry. Tu nous prends pour des gogoles, renchérit Derek. Je suppliai. Il faut me croire, ce n'est pas une blague. Je l'ai vraiment vu, c'était horrible. Ouh, j'ai peur, j'ai trop peur, glapit Henry. Raccrochez. Si vous ne voulez rien faire pour m'aider, alors libérez la ligne, je dois appeler la police. D'accord, dit Derek. Surtout fais bien le numéro spécial, alerte au monstre. Je raccrochai avec rage. Ils ne comprenaient donc pas que c'était un cas d'urgence? Ils étaient trop stupides. Je tapai le numéro de la police d'une main tremblante. La sonnerie retentit. Qu'allais-je leur dire? Si je déclarais avoir vu un monstre dans la maison d'à côté, ils ne me croiraient pas. Non, je dirais seulement que j'avais été témoin d'une agression, décidai-je. Je ne parlerai pas du monstre. À cet instant, j'entendis la sonnette de l'entrée. Qui ça pouvait bien être? Mes copains? Avaient-ils changé d'avis? Venaient-ils m'aider? Une nouvelle sonnerie. Voilà, criai-je. Je raccrochai le téléphone et courus vers la porte, mais au moment où j'allais l'ouvrir, un mauvais pressentiment me retint. N'ouvre pas, me dis-je. N'ouvre pas à n'importe quoi. D'une toute petite voix, je demandai. Qui est là? Pas de réponse. Qui est là? J'appuyai mon oreille contre le chambranle. Rien, pas un bruit. J'allais regarder par la fenêtre de la cuisine, et je vis une haute silhouette qui attendait, immobile, dans le noir. Monsieur Fleischmann. Stupéfait, je vis notre voisin lever le doigt et appuyer à nouveau sur la sonnette. Il allait bien. Il avait eu le dessus dans la bagarre avec la créature. Mais que faisait-il devant notre porte? Que voulait-il? Le tintement aigrelet de la sonnette me fit revenir à la réalité. Je retournai dans l'entrée, mis la chaîne de sécurité et j'entrouvris la porte. Qui est là? Répétai-je bêtement. C'est votre voisin, monsieur Fleischmann. Je lui trouvai une drôle de voix rauque, un peu essoufflée. Mais mes parents sont sortis, bégayai-je. Ça ne fait rien, c'est toi que je voulais voir. À quel sujet? Dis-je en vérifiant la chaîne de sécurité. Par l'entrebâillement de la porte, je voyais la chevelure argentée de M. Fleischmann qui brillait au clair de lune. Son visage était impassible. Un peu pâle, peut-être. En tout cas, il n'avait pas la tête de quelqu'un qui vient de se bagarrer avec un monstre. « Je t'ai rapporté ton ballon, reprit-il d'une voix douce. « Ah, merci. » J'aurais voulu lui demander de le poser là et de s'en aller, mais je savais que je ne pouvais pas dire ça. Il me tendait le ballon. Je n'avais pas le choix. Je décrochai la chaîne et j'ouvris la porte. « Merci, répétai-je en prenant le ballon. Je n'avais qu'une envie, c'était de refermer cette porte. Je voulais qu'il s'en aille. Mais il restait là, immobile, ses cheveux argentés luisant comme une auréole. Il me regardait intensément de ses petits yeux gris. « Je sais que toi et tes copains, vous jouez à m'espionner, reprit-il d'une voix lente et douce. C'est que, commençai-je, affreusement mal à l'aise, je veux que vous cessiez ce petit jeu. C'est bien compris, Jack? Je ne savais vraiment pas quoi dire. Soudain, je lâchai. J'ai vu quelqu'un chez vous. Peu importe ce que tu as vu, me coupa-t-il sèchement. Mon travail est top secret. Que je ne te reprenne pas à m'espionner. Top secret? Il ne répondit pas, se contentant de me fixer d'un œil froid. Ce regard me fit frissonner. Nous restâmes un instant comme ça, sans dire un mot. C'est bien compris, Jack? Murmura-t-il. Je hochai la tête. Parfait, fit-il. Alors tout ira bien entre nous. Plus de problème. Il se pencha, approchant son visage du mien. Et tu désires éviter les problèmes, n'est-ce pas, Jack? Ma parole, c'était une menace. Frissonnant à nouveau, je soufflai. Oui, monsieur, il n'y aura plus de problème. Il secoua la tête d'un air satisfait, se détourna et traversa la pelouse à grands pas en direction de sa maison. Je claquai la porte et fermai tous les verrous. Puis je me laissai tomber sur la première marche de l'escalier. Mon cœur battait à grands coups. J'essuyai mes mains.
toute moite sur mon jean. Maintenant, je n'avais plus le choix. Je devais découvrir le secret de M. Fleischmann. Il se passait des choses étranges chez lui, des choses qu'il voulait cacher. Si seulement mes parents étaient là. Quoique, ils ne me croiraient pas. Alors pas la peine de les mettre au courant. D'ailleurs, même si je leur parlais, ils prendraient sûrement le parti de M. Fleischmann. Ils me forceraient à aller m'excuser. Et ils me puniraient de m'être occupé de ce qui ne me regardait pas. Les parents sont comme ça. Notre voisin cachait chez lui une espèce de monstre, un être horrible. Et j'étais le seul à le savoir. Cette idée me donnait la chair de poule. J'étais le seul à savoir. Non, papa et maman ne me croiraient jamais. Sauf si je leur montrais une preuve. Je sautais sur mes pieds. Une preuve, évidemment. Si je pouvais leur fournir une preuve, ils seraient bien obligés de m'écouter. Je me sentis mieux aussitôt. J'avais pris une décision. Une grande décision. Je savais ce qu'il me restait à faire. Oui, j'étais décidé. J'attendrais que M. Fleischmann fût sorti, je m'introduirais chez lui et j'en aurais le cœur net. Le lendemain, après le déjeuner, je m'installai dans notre jardin avec mes jumelles. Le ciel était parfaitement bleu. C'était la journée idéale pour espionner un voisin ou pour guetter l'approche d'une météorite. Ça m'étonnait de n'avoir encore rien repéré dans le ciel. À la télé, il disait que cet objet volant non identifié était si gros et si brillant qu'il était visible, même en plein jour. Les scientifiques l'observaient en permanence, mais ils ne connaissaient toujours ni sa nature exacte, ni sa provenance. Ébloui par le reflet du soleil dans les lentilles, je baissais mes jumelles et me frictionnais le cou. J'attrapais des crampes à force de me tenir comme ça, la tête renversée en arrière. De temps à autre, je jetais un coup d'œil du côté de chez M. Fleischmann. Sa voiture était toujours dans l'allée, mais dans la maison, personne ne donnait signe de vie, ni lui, ni aucune créature. Soudain, je vis quelque chose briller dans le ciel. Je pressai à nouveau mes jumelles sur mes yeux. Bon, ce n'était qu'un avion. « Prête-les-moi, » dit la petite voix pointue d'Alice derrière moi. Oh, il ne manquait plus qu'elle. Je grognai. « Laisse-moi tranquille. » En tirant de toutes ses forces sur les lanières, elle glapit. « Donne, c'est mon tour. »« Lâche, » criai-je, ce sont mes jumelles. Je vais le dire à maman. Ma sœur n'est donc jamais fatiguée d'aller tout dire à maman. Tu n'as qu'à te trouver des jumelles à toi. Je ne bougerai pas d'ici avant d'avoir vu la météorite. Je n'ai pas besoin de tes jumelles. Je l'ai vue, moi, la météorite. Je l'ai même vue 2 fois. Non, 5 fois. Va-t'en, grondai-je. Allez, dégage. À ma grande surprise, elle m'obéit. Mais, arrivée devant l'entrée, elle s'arrêta et cria « C'est pas des jumelles qu'il te faut, c'est un télescope !» Elle claqua la porte et disparut dans la maison. À ce moment, je vis s'approcher Henri et Derek, vêtus de leur éternel short trop grand qui leur battent les genoux. « Ils viennent pour toi, le martien ?» cria Henri. « Quoi ?» Il désigna le ciel en rigolant. « Ils viennent te chercher !»« Et oui, renchérit Derek, ce n'est pas une météorite, c'est une soucoupe volante. Tes petits copains veulent te ramener sur ta planète. » Ils s'esclaffèrent en se frappant dans les mains comme s'ils venaient de faire la blague du siècle. « Ha ha !» fis-je froidement. « Rappelez-moi de rire tout à l'heure. » Je regardais le ciel. À part 2 grands oiseaux planant au-dessus de notre jardin, il était vide. Derek poursuivit. « Le père d'Henri a des billets pour le match de volley. Tu viens avec nous ?»« Je ne peux pas, on doit aller chez nos cousins. »« Où ça, le martien ? Sur Jupiter ou sur Pluton ? » ?»« À Burbank. Et arrête de m'appeler le martien, d'accord ?» Henri donna un coup de pied dans une motte de terre et ajouta. « Le collège reprend la semaine prochaine. Tu vas t'inscrire à l'équipe de natation ? » ?»« Je ne sais pas. Tu crois que je pourrais ? » ?»« Sûr, on a besoin de toi. » Puis il ajouta. « À côté de toi, on a l'air drôlement bon. » Derek et lui éclatèrent de rire. Je soupirai. « C'est bien le problème, vous êtes tous meilleurs que moi. Qu'est-ce que je ferais dans cette équipe ?»« On t'aiderait, proposa Derek. »
Oui, dit Henri, on te prêterait des flotteurs. Maman m'appela depuis le porche. Jack, c'est l'heure de partir. Derek et Henri me firent un signe de la main en s'en allant. Alors salut, dommage pour le match. Je me dirigeais vers la maison en traînant les pieds. Sale journée. Je manquais le match, je n'avais pas vu la météorite et j'allais passer l'après-midi avec mes cousins qui sont plus vieux que moi et qui trouvent hilarant de me pincer les joues en disant que j'ai grandi. Maman gratta une tache sur mon t-shirt. Tu ne vas tout de même pas aller à Burbank dans cette tenue. Mets au moins une chemise propre. J'allais protester quand j'aperçus une silhouette de l'autre côté de la clôture. Monsieur Fleischmann. Maman l'avait vu, elle aussi. Elle leva la main pour le saluer. Viens, dit-elle, on va lui dire bonjour. Non, maman, je... Mais elle s'avançait déjà vers lui à grands pas. J'hésitai une seconde, puis je la rattrapai. Cet homme m'avait menacé. Maman allait peut-être se rendre compte qu'il était vraiment bizarre. Monsieur Fleischmann portait un t-shirt noir sur un short noir. Une casquette, noire également, couvrait ses cheveux argentés. Jack nous a parlé de vous, commença maman. Aïe, 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 pourquoi disait-elle ça? Je me sentis rougir comme une écrevisse. Monsieur Fleischmann me dévisagea froidement avec ses petits yeux gris, mais quand il se tourna vers maman, il souriait. Belle journée, n'est-ce pas? Dit-il d'un air aimable. Il paraît que vous faites des expériences scientifiques, s'enquit maman. Des expériences scientifiques? Répéta-t-il. Mais oui, Jack nous a raconté une curieuse histoire de monstre qu'il aurait vu chez vous. Et elle rit. Monsieur Fleischmann rit aussi. Un drôle de rire qui ne me donnait pas envie de rire, à moi. Il me lança un bref regard et un frisson glacé me courut entre les omoplates. Non, non, répondit-il, il n'y a pas de monstre chez moi, je ne fais pas d'expérience. Son sourire s'effaça et il murmura de son étrange voix rauque. Vous voulez savoir la vérité? Mais oui, dit maman. Je viens d'une autre planète. Je cache mes amis extraterrestres chez moi, le temps que notre plan soit prêt, car nous allons bientôt envahir la Terre. Il parlait sérieusement, protestai-je depuis la banquette arrière. Une fois de plus, personne ne voulait me croire. Maman se tourna vers moi. Enfin, Jack, qu'est-ce qui te prend? Monsieur Fleischmann a beaucoup d'humour. Voilà tout. Je bouclai ma ceinture en soupirant. Mais maman, comment peux-tu en être sûre? Je ne veux plus discuter de ça, répliqua-t-elle sèchement. Tu sais aussi bien que moi qu'il plaisantait. Jack est un martien, a scandé Alice, le plus idiot des martiens. Ça suffit, cria papa. Je m'enfonçai dans mon siège et je fermai les yeux. D'accord, d'accord, monsieur Fleischmann plaisantait. Mais moi je savais aussi qu'il mentait. J'avais vu ce monstre chez lui. Je l'avais vu de mes yeux. Je trouverai une preuve, me promis-je. Je pénétrerai dans sa maison et je trouverai une preuve. Ce soir-là, papa, Alice et moi, on était dans le salon. Alice regardait encore une émission sur les animaux sauvages. J'essayais d'apprendre à papa à jouer avec ma Game Boy, mais il prétendait que ses doigts étaient trop gros pour appuyer sur les touches. « Alors pourquoi tu n'achètes pas une disquette de jeu virtuel ?» demandai-je. J'entendis maman rire dans la cuisine. « Mon pauvre Jack, tu y vis déjà dans le monde virtuel. » J'allais répliquer quand on annonça un nouveau bulletin d'information. Papa et moi, nous nous tournâmes vers la télé, écoutant la voix du commentateur. Les scientifiques de la NASA sont toujours perplexes quant à la nature de cet objet qui tourne actuellement autour de la Terre. La photo d'une énorme boule lumineuse remplit l'écran. Ils croient cependant qu'il s'agirait d'une grosse météorite. « Regardez ça !» s'écria papa. « C'est stupéfiant !» En entrant dans l'atmosphère, elle semble avoir dispersé autour d'elle des morceaux de matière. Sur l'écran, on distinguait en effet de petits cercles clignotants comme échappés de l'énorme objet rond. Les spécialistes sont formels, il ne s'agit pas d'un ovni. Ils pensent que c'est un morceau de roche ou de minerai venu des profondeurs de l'espace. Je fis un bond sur le canapé. Ils mentent, je le sais, ce n'est pas une météorite. C'est un vaisseau spatial ou une arme extraterrestre. Ils viennent nous détruire. Jack, ordonna papa,
Assieds-toi et cesse de dire des bêtises. Tu fais peur à ta sœur. Je tournai la tête vers Alice. Elle était à la fenêtre et elle soulevait le rideau pour regarder. Oh cria-t-elle. Je vois la météorite. Je la vois. Non, elle va s'écraser sur la maison. Je courus à la fenêtre. Où ça? Où ça? Je vois 2 météorites. Non, j'en vois 6. Je regardai le ciel. Je vis la lune et des milliers d'étoiles qui clignotaient tranquillement. Viens t'asseoir, Alice, dit mon père. Ce n'est pas drôle. Alice me tira la langue. T'as eu peur, hein, le martien? Je haussai les épaules et grommelai. Il faut que je voie ça. Je grimpai dans ma chambre, pris mes jumelles et courus dans le jardin. Ce soir, il fallait que je voie quelque chose. En passant devant le salon, je remarquai que maman s'était installée aussi devant la télé. Elle tenait la main d'Alice comme pour la rassurer. Parfois, elle m'énerve tellement, cette gamine. Mais c'est vrai, elle n'est encore qu'une toute petite fille. Cette histoire de météorite lui faisait sûrement plus peur qu'elle ne voulait l'avouer. J'entendis la voix d'un journaliste interrogeant un scientifique. Cette masse inconnue va-t-elle s'installer définitivement dans notre orbite? Pour l'instant, nous ne pouvons faire que des suppositions. Drôle de réponse. Je sortis en me demandant si ce n'était pas un complot du gouvernement pour nous cacher la vérité. La nuit était claire et chaude. Une brise légère agitait les longues feuilles du palmier au coin de la rue. Un pâle croissant de lune nageait dans le ciel piqueté d'étoiles. J'entendais les cris d'une bande d'enfants s'éclaboussant joyeusement dans la piscine d'une maison voisine. « Où es-tu, météorite » murmurai-je. Je levai mes jumelles. Soudain, je ressentis la désagréable sensation de ne plus être seul. Quelqu'un m'observait. Je me retournai lentement. M. Fleischmann se tenait sous son porche. Vêtu de noir, il n'était qu'une ombre dans la nuit. Lui aussi, il avait les yeux rivés à ses jumelles. Il s'adressa à moi sans me regarder, continuant de scruter les profondeurs du ciel. « Tu vois, j'attends l'arrivée de mes amis. » Je ris un peu nerveusement. Cette blague. Une blague? Abaissant ses jumelles, il se tourna vers moi. Et je poussai un hurlement d'horreur en voyant ses yeux jaillir hors de leurs orbites. Les 2 petites balles peintes se mirent à se balancer au bout de leurs élastiques. Renversant sa tête en arrière, M. Fleischmann éclata de rire. Quel idiot j'avais été de crier comme ça. Des yeux de plastique attachés à des fausses jumelles. C'était vraiment trop bête. Tout émoustillé par sa stupide plaisanterie, M. Fleischmann s'avança vers moi et me tendit ses yeux postiches. « Tu veux les essayer ?» Affreusement vexé, je balbutiai. « Non merci. C'est moi qui les ai fabriqués. On dirait des vrais, hein ?»« Bah, ouais. » Pourquoi m'avait-il fait cette blague? Était-ce une façon de se montrer aimable, ou jouait-il à me faire peur? « Avez-vous vu la météorite ?» demandai-je. Il secoua la tête. « Il n'est pas dans notre hémisphère pour l'instant. Il n'apparaîtra que demain. » « À votre avis, c'est une comète? Une météorite? Ou autre chose ?» Il me fixa de ses étranges yeux gris sans me répondre. « Ma sœur Alice est terrifiée, repris-je. Elle croit que c'est un vaisseau spatial, des extraterrestres venus envahir la Terre. » Je me tus. Je parlais trop, et trop vite. En réalité, c'était moi qui avais peur et qui essayais de le cacher. « Tu racontes beaucoup de choses à ta mère, n'est-ce pas ?» La voix glacée de M. Fleischmann me fit frissonner. « Pardon ? » ?»« Oui, oui, tu lui as raconté des tas de choses. » Il se penchait vers moi et je n'aimais pas la lueur mauvaise qui dansait au fond de ses yeux. « Tu lui as raconté des choses sur moi. » Prenant une profonde inspiration, je lâchai. « Je vous l'ai déjà dit, j'ai vu une créature chez vous. » Son visage était si près du mien que je voyais battre la grosse veine sur son cou. Entre ses dents serrées, il martela. « Je n'aime pas qu'on raconte des histoires sur ce qui se passe chez moi. Je n'aime pas ça du tout, Jack. » La bouche sèche, les jambes flageolantes, je trouvais juste la force de balbutier. « Désolé. »
et je m'enfuis comme un lapin poursuivi par les chasseurs. Je l'entendis crier encore. « Dernier avertissement, Jack. Compris ?» Je me précipitai dans la maison et je claquai la porte derrière moi. Tout tremblant, hors d'haleine, je restai un moment dans l'entrée pour reprendre mon souffle. « Il n'a pas le droit, me disais-je. Il n'a pas le droit de me faire peur comme ça. Il cache quelque chose chez lui, une chose monstrueuse. Et je saurai ce que c'est. Oui, je le saurai. Je le jure. » Je tins mon sermon. Le lendemain matin, je m'introduisis chez lui. Et je trouvai ce que je cherchais. Le soleil entrait à flot par la fenêtre de la cuisine. Les oiseaux chantaient dans les arbres du jardin. Je m'assis et me jetai sur mon bol de cornflakes. « Ne mange pas si vite, » dit maman. « Je n'aime pas quand les cornflakes ramollissent, » expliquai-je. J'engloutis la dernière cuillerée, j'essuyai le lait sur mon menton d'un revers de main et je courus dans le jardin pour guetter la météorite. Ébloui par la lumière, je clignai des yeux. Des flocons de nuages dérivaient lentement dans le ciel. Mais ce point blanc, là-bas, cette espèce de tache claire flottant en dessous des nuages, qu'est-ce que c'était? Était-ce... Ouah! M'exclamai-je. La météorite! Enfin je la voyais, il me fallait mes jumelles, tout de suite. Je m'apprêtais à courir vers la maison quand je vis bouger quelque chose derrière la fenêtre de M. Fleischmann. Je lâchai un petit cri. Je reconnaissais ce crâne aplati, cet œil unique. La créature. En mettant ma main en visière, je m'approchai lentement de la clôture. La créature était immobile. Je la distinguais mal à cause des reflets du soleil sur la vitre. Prudemment, je me glissai dans le jardin du voisin par le trou de la clôture. Mais quand je relevai la tête, le monstre avait disparu. Avais-je vraiment vu quelque chose, ou bien était-ce seulement le jeu des ombres et de la lumière? Je remarquai alors que la porte du garage était ouverte. Pas de voiture en vue. Je vis aussi le journal du matin dépassant de la boîte aux lettres. Or, M. Fleischmann ne manquait jamais de prendre son journal. « Il est sorti, me dis-je. C'est le moment jamais, le moment d'explorer la maison. Aurais-je assez de cran? Peut-être. » Le cœur battant, je m'approchai de la porte vitrée et regardai dans la cuisine. Personne. Et si je frappais? Si M. Fleischmann venait m'ouvrir, qu'est-ce que je lui dirais? Bon, je lui dirais que je venais m'excuser de l'avoir espionné. Je frappai 3 petits coups. « Il y a quelqu'un » Pas de réponse. Je secouai la poignée. La porte était fermée à clé. « Bon, me dis-je, il est sorti ?» La porte était fermée, mais la fenêtre de la cuisine était entr'ouverte. Je poussai le battant, je me hissai sur le rebord et sautai dans la pièce. Sur la pointe des pieds, je fis le tour de la cuisine. Pas de vaisselle dans l'évier, tout était propre et bien rangé. Il a dû partir hier soir, pensai-je. Prenant une grande inspiration, je me dirigeai vers le sombre couloir, au fond. Était-ce bien moi qui fais ça? Me demandai-je. Est-ce bien moi qui viens fouiner dans la maison d'un voisin? Mais il était trop tard pour reculer. Pas à pas, j'avançai dans le corridor. « Il y a quelqu'un » répétai-je d'une toute petite voix. Pas de réponse. Ce couloir obscur me semblait sans fin. Je fis encore quelques pas, retenant mon souffle. Soudain, je sursautai. 2 énormes yeux jaunes me fixaient, comme sortis du mur. Lentement, je tournai la tête, et je découvris une grande affiche, une affiche de cinéma. Les yeux du monstre. C'était le titre du film. En dessous, des lettres rouges dégoulinaient comme du sang. On y lisait « La mort est au fond de son regard ». Je vis alors que tous les murs du couloir étaient recouverts d'affiches de vieux films. Un à un, je déchiffrais les titres. « Les griffes du fantôme »,« La malédiction de la momie »,« Le roi des vampires »,« La revanche de la femme sangsue ». Je murmurais « Génial !» Je suis un fan de films d'horreur, mais je n'avais jamais entendu parler de ceux-là. Fasciné par les affiches, je ne vis pas une table basse appuyée contre le mur. Aïe! Je l'avais heurté du genou, faisant tomber bruyamment sur le sol un gros livre.
Frictionnant mon genou douloureux, je m'accroupis. Non, ce n'était pas un livre, mais un album photo qui s'était ouvert en tombant. Je me penchai pour mieux voir, laissant échapper une exclamation de surprise. Ça alors! Les clichés représentaient d'horribles créatures verdâtres. Leur silhouette était vaguement humaine, mais leurs crânes luisaient, leurs yeux ovales, noirs et sans pupilles, leurs narines hideuses, 2 trous au milieu d'un visage sans nez. Rien de cela n'était humain. Au bout de leurs longs bras maigres et noueux comme des branches s'ouvraient des mains à 3 ou 4 doigts. Je murmurai. Qu'est-ce que c'est que ça? Je feuilletai l'album. Toutes les pages étaient pleines de photos de ces créatures. Il y en avait des grandes, des petites, mais toutes étaient recouvertes d'une peau luisante et verte. La forme des yeux était toujours la même, d'étranges yeux ovales d'un noir opaque. Bizarre, répétai-je en tournant les pages. Bizarre. Ces créatures existaient-elles vraiment? Étaient-elles vivantes? En tout cas, j'avais trouvé la preuve que je cherchais. Quand je montrerai cet album à mes parents, ils seront bien obligés de reconnaître que M. Fleischmann a d'étranges occupations, pensai-je avec joie. L'album sous mon bras, je m'apprêtais à retourner dans la cuisine quand un rail de lumière attira mon regard. Une porte entr'ouverte. Je m'en approchai et la poussai doucement. D'abord, je n'entendis que ma respiration un peu haletante. Puis un drôle de bruit attira mon attention, une sorte de gargouillement. Au milieu de la pièce se trouvait une longue table couverte de tubes et de flacons. Des tuyaux et des fils électriques entremêlés couraient le long du plafond. D'étranges machines constellées de voyants lumineux ronronnaient ici et là, laissant échapper des éclairs bleutés. Un liquide verdâtre bouillonnait dans un bocal de verre. Je venais de pénétrer dans un laboratoire. « Qu'est-ce que M. Fleischmann peut bien fabriquer ici ?» me demandai-je. Mais je n'eus pas le temps de chercher une réponse à ma question. J'entendis un sifflement, comme celui de l'air qui s'échappe d'un pneu crevé. Je me retournai. Une brume épaisse s'élevait derrière la table. Elle se mit à flotter comme un nuage et peu à peu prit forme. Une tête imprécise émergea entre 2 épaules. Elle s'enroula sur elle-même comme une fumée, réapparut. 2 trous d'ombre se creusèrent, semblables à des yeux. D'une bouche de cauchemar sortit un long gémissement qui n'avait rien d'humain. La forme était immense maintenant, elle me dominait. Elle tendait vers moi 2 affreux bras de brouillard. Un fantôme, c'était un fantôme. Un fantôme qui soufflait sur moi, son haleine glacée. Ce cri, jamais je n'avais rien entendu de plus effroyable. Le fantôme s'enroulait autour de moi comme un ruban de brouillard. C'était froid et c'était vivant. Dans un sursaut d'horreur, je me jetai en arrière, heurtant violemment la table du laboratoire. Les flacons tintèrent, des tubes tombèrent. L'un d'eux roula et s'écrasa sur le sol, répandant un épais liquide bleu et visqueux. Sans y prendre garde, je courus vers la porte, la refermai derrière moi. Les jambes molles, je titubais dans le corridor sombre. Le gémissement du fantôme retentit encore une fois dans le laboratoire. « Mais qu'est-ce qui se passe dans cette maison ?» m'écriai-je à voix haute. Alors, je la vis apparaître au bout du couloir. La créature! Elle avançait vers moi, grondant, secouant sa tête hideuse comme si elle me reconnaissait. Elle s'approchait. Et moi, épouvanté, je regardais sa peau verdâtre, ses crocs jaunes, son œil unique qui étincelait dans l'obscurité. J'entendais claquer ses mâchoires. Ainsi, j'avais raison. J'avais toujours eu raison. Il se passait quelque chose d'horrible dans la maison de M. Fleischmann, et personne n'avait voulu me croire. Maintenant, c'est trop tard. Trop tard? À moins que... La créature marchait droit sur moi. Alors, je n'hésitais plus. Je me jetai à nouveau dans le laboratoire. Je regardais autour de moi, cherchant désespérément une arme quelconque pour me défendre. Quelque chose à lancer à la figure de la créature. Quelque chose qui la retarderait et me donnerait le temps de m'échapper. J'attrapai le premier objet qui me tomba sous la main. Une sorte de cube de métal. Je vais lui jeter ça à la tête, pensai-je, en serrant le cube de toutes mes forces. À chaque pas de la créature, tout mon corps tremblait. Oui,
lui jeter ça à la tête et courir droit vers la cuisine, vers la fenêtre ouverte. Retourner chez moi. Je rassemblai mon courage, je me forçai à rouvrir la porte, à sortir dans le couloir. La créature était là, immense. Elle me bloquait le passage. Elle grondait. Son œil étincelait. Je levai le bras, prêt à lancer mon projectile. Alors une main se posa sur mon épaule. Je hurlai et me retournai. M. Fleischmann se tenait devant moi et me regardait avec un drôle de sourire. « Je t'avais prévenu, Jack, murmura-t-il. Tu aurais dû m'écouter. » Sa main ne me lâchait pas. Je bégayais. Je. Son sourire s'élargit. Mais Jack, tu trembles. Reprenant un peu mes esprits, je dis. Je suis désolé, je ne savais pas. Je n'ai rien vu, je ne dirai rien à personne, je le jure. Il ricana. C'est vrai, je le jure, s'il vous plaît, laissez-moi partir, je ne dirai rien. J'espère bien que tu ne diras rien, dit-il en lâchant enfin mon épaule. Si tu parles, je perds mon boulot. Votre boulot ? Je dus m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. J'avais les jambes en guimauve. Oui, reprit-il en hochant la tête. Je fabrique des effets spéciaux pour le cinéma. Je le regardais, bouche ouverte, incapable d'articuler un mot. Il passa la main sur le corps verdâtre de sa créature. « Il te plaît, mon petit monstre ? Je l'ai appelé Mimi. Il est tellement mignon. »« C'est vous qui l'avez fabriqué ?»« Eh oui, il est radio-guidé. » Il sortit de sa poche une télécommande, pressa un bouton, et la créature se remit à claquer des mâchoires. Un autre bouton. Son œil cligna. « Ouah !» m'exclamai-je. « C'est génial !» Jamais je ne m'étais senti aussi soulagé. Je devais des excuses à M. Fleischmann. « Je suis vraiment désolé, je suis entré chez vous et... » Il leva la main. « Ne t'excuse pas, c'est moi qui t'ai atterri ici. J'ai posté Mimi devant la fenêtre pour piquer ta curiosité. Je t'ai vu entrer et je t'attendais. »« Mais pourquoi ?» demandai-je, très étonné et un peu en colère. « D'abord vous me flanquez la trouille de ma vie, et après... » « Mon travail est top secret, » répondit M. Fleischmann, en passant un bras autour des épaules de Mimi. « J'ai remarqué que tu m'espionnais, et rien ne semblait pouvoir t'arrêter. J'ai donc décidé de t'effrayer pour que tu me fiches la paix. »« Eh bien, pour m'effrayer, vous avez réussi, avouai-je. »« Et mon fantôme, il t'a plu ?» demanda-t-il en ouvrant la porte du laboratoire. « Comment avez-vous produit cette espèce de brouillard ? » ?»« C'est une projection, regarde. » Il abaissa une manette et la vapeur se forma à nouveau. Un effet de lumière, voilà ce que c'était. Et ça paraissait si réel. Tout ça, Jack, ce sont des effets spéciaux, mais je ne peux laisser personne raconter mes petits secrets. Je m'excusai encore une fois, puis c'est lui qui s'excusa. J'espère que tu n'as pas eu trop peur. J'en ai peut-être fait un peu trop. Puis il ajouta en riant, mais raconte un peu. Que croyais-tu qu'il se passait chez moi ? Oh, je n'étais pas très sûr, mais quand je vous ai vu, enfin, quand j'ai cru que vous vous battiez avec Mimi... Ah oui, je testais ses capacités de mouvement. Ah, c'était juste ça. Si vous saviez combien j'ai eu peur. Bon, je vais partir maintenant. Sachez que je ne parlerai à personne de ce que j'ai vu chez vous, je vous le promets. Il m'accompagna jusqu'à la porte de la cuisine. J'allais sortir quand quelque chose me revint à l'esprit. « Et l'album de photos ?» Il me fixa d'un drôle d'air. « Comment ? » ?»« J'ai vu un album plein d'étranges créatures. »« Ah, ce sont des prototypes que j'ai fabriqués pour un film. J'en ai fait au moins 100. Pour rien. Le film n'a jamais été tourné. Vous les avez gardés ? » Il secoua la tête. « Non, ils appartenaient à la maison de production. » Et celle-ci a fermé. En sortant sur le perron, je dis « Eh bien, merci pour ce petit spectacle d'horreur gratuit, et je promets de ne plus jamais vous espionner, monsieur Fleischmann. » Il rit.
Je t'utiliserai peut-être une autre fois comme cobaye, Jack, pour voir si mes inventions sont efficaces. Oh, ce serait super, m'exclamai-je. Je courus vers la maison. J'avais hâte de dire à mes parents que je m'étais complètement trompé sur notre voisin, que c'était vraiment un type sympa. Bien sûr, ils se moqueraient de moi, et ils répéteraient « On te l'avait bien dit ». Mais tant pis. J'étais tellement soulagé, tellement heureux de connaître enfin la vérité. J'étais loin de soupçonner que ma vie allait bientôt basculer dans l'horreur absolue. Alors, comme ça, dit maman le soir au dîner, Monsieur Fleischmann travaille pour le cinéma? Tous ces mystères sont enfin résolus. Elle posa sur la table le plat de poulet, grillé comme je l'aime. Je le savais, s'écria ma sœur. Je le savais, moi, que ces trucs c'étaient des effets spéciaux. Ce qu'elle pouvait m'énerver, celle-là, avec son menton barbouillé de purée. Tu ne savais rien du tout. Si. Non. Papa poussa un soupir exaspéré. Pourrait-on dîner en paix pour une fois? Il ordonna à Alice d'essuyer son menton et se tourna vers moi. Plus d'histoire à dormir debout, Jack. D'accord? D'accord. Alice ricana. Il ne peut pas s'en empêcher. Il raconte toujours des histoires à dormir debout. Même pas vrai. C'est parce que... Et pourquoi tes copains, ils t'appellent le martien? Hein? Pourquoi? Toi, ça va. Ferme-la. On t'appelle le martien? S'étonna maman. Pourquoi? Je haussai les épaules. Oh, comme ça. Les jours suivants passèrent tranquillement, mais trop vite, comme toutes les dernières journées de vacances. Je finis les livres que le prof de littérature nous avait donnés à lire pendant l'été, et je passais pas mal de temps à scruter le ciel avec mes jumelles, à la recherche de la météorite. C'était le sujet principal sur toutes les chaînes de télé. La grosse masse brillante tournait toujours autour de la Terre, et les scientifiques n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur son origine. On ne savait ni ce que c'était, ni d'où ça venait. Et moi j'avais beau muser les yeux, je ne voyais toujours rien. Le dimanche soir, la veille de la rentrée, je cessais de penser à la météorite. Ma nouvelle année au collège occupait tout mon esprit. Qui aurais-je comme professeur? Quel copain serait dans ma classe? En me déshabillant pour me mettre au lit, je sentis quelque chose dans ma poche. J'en sortis le cube de métal que j'avais pris dans le laboratoire de M. Fleischmann pour me défendre contre le monstre. Je l'avais emporté sans m'en rendre compte. Je le fis tourner dans ma main pour l'examiner. C'était lisse, noir, brillant. Comment avais-je pu penser me faire une arme d'un objet si petit? Je ne devais vraiment pas avoir les idées très claires. Sur l'un des côtés, je découvris un petit bouton. J'appuyai dessus, mais rien ne se produisit. En y regardant de plus près, je remarquai 3 rangées de petits trous sur une autre face. C'était peut-être une de ces salières modernes? J'irai la rendre demain à M. Fleischmann, décidai-je. Je la posai sur ma commode et me couchai. Je mis longtemps à m'endormir. Je pensais au collège, à ce que j'avais vu chez notre voisin, les affiches de films, le fantôme virtuel, le monstre télécommandé. Soudain, mi-éveillé, mi-endormi, j'entendis quelque chose. C'était un chuchotis d'étranges petites voix haut perchées, parlant très vite et tout en même temps. Étais-je en train de rêver? Y avait-il quelqu'un dans le jardin? Je tendis l'oreille, mais les voix étaient presque inaudibles, entrecoupées de bruits parasites, comme ceux qu'on entend lorsqu'on cherche à capter sur une radio d'une station lointaine. Le son montait parfois, puis baissait à nouveau. Que disaient ces voix? Est-ce qu'elles me parlaient à moi? J'enfouis la tête dans l'oreiller, puis je me le mis carrément sur le visage en le rabattant contre mes oreilles. Mais les voix étaient toujours là, pressées, excitées, comme si elles avaient un message urgent à transmettre. Un message que je ne comprenais pas. Il me sembla les avoir entendus toute la nuit. Quand maman entra dans ma chambre pour me réveiller le lendemain matin, je me dressai brusquement. Je sautai sur mes pieds, je me mis au garde-à-vous et je déclarai d'une voix forte « Je suis prêt. À vos ordres !» « Qu'est-ce que tu racontes, Jack ?» rigola maman. J'étais toujours au garde-à-vous, les bras le long du corps. En criant comme font les soldats dans les films de guerre, je répétais « À vos ordres !» « Arrête de faire le clown, dit maman. Dépêche-toi de t'habiller et viens déjeuner. »
Je ne bougeais pas, écoutant ses pas dans les escaliers. Peu à peu, mes muscles se détendirent. Stupéfait, je murmurai. Qu'est-ce que j'ai dit là? Je parcourus ma chambre du regard. Tout paraissait normal, mais je me sentais, comment dire, embrouillé, confus, déconcerté. Quelque chose résonnait dans ma tête comme le bavardage ténu d'un million de grillons. Je me frottais les oreilles et y enfonçais les doigts jusqu'au tympan. Le bourdonnement continuait. Ce n'était pas dans ma tête, ça venait d'ailleurs. Mais d'où? J'enfilai mon jean. Les voix ressemblaient toujours à un grésillement d'insectes, mais à présent je les comprenais. J'écoutais, puis je saluais en claquant des talons comme un soldat. « Je suis prêt !» Je compris que les voix sortaient du cube de métal posé sur ma commode. Je m'approchai, je le pris dans la main, je le sentis vibrer. Je m'entendis dire « Quand arrivez-vous? Quels sont les ordres ?» Et en même temps, je me demandais, affolé, « Mais qu'est-ce que je fais? D'où viennent ces voix? Pourquoi me parlent-elles? Et pourquoi je leur réponds ?» 1 million de questions se pressaient dans ma tête, 1 million d'effrayantes questions. Je fourrai le cube dans ma poche. Je devais le rapporter à M. Fleischmann, tout de suite. Ces voix me rendaient cinglé, je ne pouvais pas les faire taire. Je devais courir tout de suite chez M. Fleischmann. M. Fleischmann? Ce cube servait-il aussi à créer des effets spéciaux? Mais si c'était un truc de cinéma, pourquoi me faisait-il agir si bizarrement? J'enfilai un t-shirt, des chaussettes, glissai rapidement mes pieds dans mes baskets. Je descendis les marches 4 à 4. Je traversai la cuisine en coup de vent et j'ouvris la porte du jardin. « Où cours-tu comme ça ?» s'étonna maman. « Rendre quelque chose à M. Fleischmann. »« Pas avant d'avoir pris ton petit déjeuner, » répliqua-t-elle en désignant mon tabouret. « Assieds-toi et mange. » Les voix crièrent quelque chose dans ma tête. « À vos ordres, » dis-je. Je m'assis à côté d'Alice. Elle me jeta un regard moqueur. « Je parie que tu vas avoir Monsieur Laker. » Monsieur Laker est le prof le plus sévère du collège. Alice ajouta quelque chose, mais je n'entendis pas. Les voix couvraient ses paroles. Maman demanda. « Jack, as-tu préparé ton cartable ?»« Je suis prêt, » répondis-je. Alice parlait toujours. Je voyais ses lèvres remuer, mais les voix emplissaient mes oreilles. Je criais. « Assez, assez !» Mais je ne t'ai rien fait, gémit ma sœur. « Assez, laissez-moi !»« Oh, ça va, on te laisse !» s'exclama Alice en se levant de son tabouret. « Qu'est-ce qui te prend, Jack ?» demanda maman sévèrement. D'un seul coup, les voix se turent. Mon esprit redevint clair. « Pourquoi cries-tu après ta sœur comme ça ?»« Je ne sais pas. Je n'ai pas pu m'en empêcher. » Les voix se remirent à bourdonner. Je hurlai. « Maman, dis à Alice de ne pas me regarder comme ça. » Alice se mit à brailler. « Il fait exprès de me faire peur. » Maman se pencha sur moi. « Ça ne va pas, Jack. C'est la rentrée qui te met dans un état pareil. » Je répétais. « Je suis prêt. »« Arrête de parler comme un robot, » m'ordonna maman. « Tu fais peur à ta sœur. » Elle ajouta. « Et tu me fais peur à moi aussi. »« À vos ordres. » Je fermai les yeux, essayant de faire taire les voix. Je n'avais qu'une seule chose à faire, courir chez M. Fleischmann et lui rendre son cube. Je me levai, j'attrapai mon cartable et me précipitai dehors. J'entendis maman m'appeler, mais je ne me retournai pas. Serrant le cube dans ma main, je remontai l'allée du voisin. Mais les voix, elles m'ordonnaient de prendre un autre chemin. J'essayais de leur résister. J'agitais le cube en l'air, espérant que M. Fleischmann me verrait de sa fenêtre. Soudain, une douleur violente éclata dans ma tête. Un éclair blanc jaillit devant mes yeux. Je me retournai et je courus dans l'autre sens. Je courus tout le long du chemin jusqu'au collège, le cube noir serré dans ma main et les voix bourdonnant, implacables à mes oreilles. Au collège, les choses allèrent un peu mieux. Au moins pour un moment. Je sus que je n'avais pas M. Laker comme professeur. On avait Madame Hoff, qui a la réputation d'être très gentille.
et mes copains étaient tous dans ma classe. J'avais fourré le cube au fond de mon cartable et je n'entendis pas les voix de toute la matinée, jusqu'à l'heure du cours d'expression artistique. Madame Hansen, notre professeure d'art plastique, me fait penser à une grosse abeille. Elle est petite, rondelette, et elle semble volter de table en table comme une abeille de fleur en fleur. Ce matin-là, elle nous annonça que nous allions travailler à des sculptures en argile. Elle demanda à Margot de nous servir de modèle. Margot commença par faire la timide, puis elle s'installa sur une chaise haute, au centre de la classe. Tout le monde sait que rien ne peut intimider vraiment Margot. Elle prit une pose de star de cinéma, s'arrangeant pour que le soleil qui entrait par la fenêtre éclaire son visage et illumine sa chevelure. Je commençai par les jambes. Je sais que ce n'est pas logique, mais j'aime partir des jambes pour remonter jusqu'au visage. L'argile était douce et tiède dans mes mains. Je me sentais enfin détendu. Tout en modelant une jambe, je réfléchissais tranquillement, heureux que les voix se soient tues, heureux de ne plus avoir dans les oreilles leur horripilant bourdonnement d'insectes. À quoi pouvait bien servir ce cube? Appartenait-il à M. Fleischmann? Pourquoi avait-il ce pouvoir sur moi? M. Fleischmann m'avait-il menti? Peut-être n'était-il pas du tout inventeur d'effets spéciaux? Mais en ce cas, qu'était-il vraiment? Soudain, une sorte de courant électrique traversa mon cerveau. Je reposai l'argile et je fermai les yeux. Les voix étaient de retour. Bavardes, pressantes, elles remplissaient ma tête. « Qu'as-tu modelé, Jack ?» La voix de Madame Hansen venait d'interrompre le bourdonnement infernal. J'ouvris les yeux. Madame Hansen avait pris ma sculpture et la tenait levée pour la montrer à toute la classe. Alors je vis ce que j'avais modelé. Une boule toute ronde. « Qu'est-ce que c'est, Jack ?»« C'est un cerveau, » lança Margot depuis sa chaise. « Le martien a encore frappé » s'exclama Henri. Je sautai sur mes pieds et je criai. « Je suis prêt, à vos ordres !» Et je saluai. Puis je pris la boule d'argile des mains de Madame Hansen et la jetai à travers la classe. Elle s'écrasa contre la vitre, qui vibra, mais ne se cassa pas. La boule resta collée. Madame Hansen poussa un cri, des élèves éclatèrent de rire, d'autres restèrent muets. « Tu trouves ça drôle ?» demanda Madame Hansen en me fixant un air courroucé. Mais dans l'espèce de transe où je me trouvais plongé, je ne savais que répéter. « Je suis prêt, ils peuvent venir. » « Ça suffit, Jack, tonna mon professeur. Tu fais peur à tes camarades. Pourquoi as-tu lancé cette boule? Ils arrivent de là-bas, ils seront bientôt là. » Les mains de Madame Hansen s'abattirent sur mes épaules. Elle me mena vers la porte et me poussa fermement dehors. Se retournant vers sa classe, elle annonça. « Je reviens dans une minute. » Tous les regards étaient fixés sur moi. Faisant un terrible effort pour calmer la panique qui montait en moi, je balbutiai. Où m'emmenez-vous? Et alors, demanda maman, on t'a conduit à l'infirmerie? Je fixai ma part de pizza sans répondre. J'adore la pizza. J'en mangerais bien tous les soirs. Mais ce soir-là, je me sentais incapable d'en avaler la moindre miette. Voyons, Jack, me pressa papa. Que t'a dit l'infirmière? Alice me regardait en mastiquant bruyamment. Je haussai les épaules. Pas grand-chose. Elle m'a juste fait allonger un moment sur le lit de repos, et elle m'a posé des tas de questions. Maintenant tout le collège me prend pour le dernier des tarés. Maman fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'elle t'a demandé, Jack? Je n'avais aucune envie de lui répondre. En baissant la tête, je bredouillais. Elle m'a posé des questions, sur la météorite, des trucs comme ça. Comment ça, la météorite? Dit papa en reposant sa fourchette. L'infirmière m'a demandé si j'avais peur, à cause des informations à la télé. Elle disait que ça expliquerait mon drôle de comportement. Papa et maman me regardaient, attendant visiblement que j'en dise davantage. Finalement, maman demanda. « Et tu as peur ?» Je hochai la tête. « Oui, j'ai peur. » Je sortis de ma poche le petit cube noir et le posai sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda papa. « Où as-tu trouvé ça ?» s'inquiéta maman. « Ça vient de chez M. Fleischmann. Il en sort des voix très étranges, qui me parlent, des voix qui... » Papa tendit la main pour prendre le cube.
C'est un bip, dit-il, un petit récepteur de poche. Je protestais. Non, les voix viennent d'ailleurs. Elles viennent de l'espace. Elles me parlent et je les comprends. Alice se mit à rire et maman la fit taire. Papa regarda le cube sur toutes ses faces et il le passa à maman. C'est un simple bip, Jack, répéta-t-il. Tu ne peux pas entendre des voix avec ce truc. Mais je les entends, criai-je. En ce moment, elles se taisent, mais elles me parlent et elles me donnent des ordres. Pourquoi M. Fleischmann t'a-t-il donné cet objet demanda maman en me regardant d'un œil soupçonneux. Je baissai la tête. Il ne me l'a pas donné. Je l'ai pris sans le faire exprès. En ce cas, tu vas aller le lui rendre tout de suite. Je veux le lui rendre, mais les voix. Je les entends, moi, les voix, s'écria Alice. Elles me parlent à moi, pas à Jack. Tais-toi, Alice. Tais-toi, tais-toi, hurlai-je. Je me sentais devenir fou. Jamais mes parents ne me croiraient si Alice recommençait ses petits jeux idiots. Ne crie pas comme ça, dit maman plutôt sèchement. Papa tenait le cube contre son oreille. Je n'entends rien, rien du tout, pas la moindre voix. Je lui arrachai l'objet des mains. À moi, elles m'ont parlé des envahisseurs. Ils arrivent, il faut me croire, ils seront bientôt là. Je me tus, haletant. Je l'avais dit. Allait-il me croire enfin? Papa et maman échangèrent un regard. Puis maman dit doucement « Ça me paraît inquiétant, Jack. Je vais t'emmener consulter le docteur Bendix. »« Moi aussi, maman !» cria Alice en sautant sur sa chaise. « Moi aussi, je veux voir le docteur. Moi aussi, je les entends, les voix. »« Assieds-toi !» lui ordonna papa. « Oh, Jack !» soupira maman. « Tu vois ce que tu fais à ta sœur ?» Hors de moi, je rugis. « Je me fiche de ma sœur. Pourquoi vous ne voulez pas me croire? Pourquoi ?» Et sans attendre une réponse, je repoussai ma chaise. Le cube serré dans ma main, je sortis par la porte de derrière. Je devais rendre cet objet infernal à M. Fleischmann avant de devenir complètement cinglé. Et je devais découvrir la vérité. Notre voisin m'avait menti. Il ne travaillait pas dans les effets spéciaux. Alors, que faisait-il? D'où venaient ces voix? J'avais besoin de le savoir, et tout de suite. Mes parents me croyaient fou. Tout le collège me croyait fou. Seul M. Fleischmann pouvait me donner une réponse. Il avait plu dans l'après-midi et je dérapais sur l'herbe humide. Je me faufilais par la fente de la clôture et en me relevant, je heurtai une créature noire et couverte de poils. Je fis un bond en arrière en hurlant. La créature me regardait en remuant la queue. « Kirsch, c'est toi ?» Ce n'était que le gros labrador de notre voisin d'en face. « Tu m'as fait peur, mon vieux, dis-je, et je tendis la main pour le caresser. Je suspendis mon geste. Kirsch tenait quelque chose entre ses dents. Une balle, une petite balle de tennis. Alors pourquoi cette balle me faisait-elle si peur? Va-t'en, ordonnai-je. Va! Allez, va! Je m'éloignai à reculons, et quand je me retournai, je vis M. Fleischmann debout devant la porte de sa cuisine, ses yeux gris braqués sur moi. Il murmura avec un étrange sourire. « Je t'attendais, Jack. » Oh, ses yeux, ce froid regard métallique. J'avais l'impression qu'il me traversait. J'en avais des frissons partout. D'une voix moins ferme que je l'aurais voulu, je réussis à articuler. « Vous m'attendiez? Pourquoi ?» Son sourire s'élargit. « J'ai pensé que tu aimerais voir d'autres effets spéciaux. » En se penchant vers moi, il chuchota. « Maintenant que tu connais mes petits secrets, je peux t'en montrer davantage. » Incapable de dominer la panique qui commençait à m'envahir, je reculai en criant. « Non, non !» Je brandis le petit cube noir. « J'ai trouvé ça. Je veux dire, je l'ai pris par erreur. Je l'avais mis dans ma poche sans m'en apercevoir, mais... » M. Fleischmann remua la tête, l'air de dire « Pas de problème. » Je lui tendis l'objet, m'attendant à entendre à nouveau les voix, craignant qu'elles ne m'en empêchent. Mais M. Fleischmann prit tranquillement le cube et le fourra dans sa poche en disant « Ah, mon bip, je l'ai cherché partout. » Je criai « Ce n'est pas un bip. » Il me regarda, étonné,
ressortit l'objet et le fit tourner dans sa main. Bien sûr que c'est un bip. C'est pour que le studio de cinéma puisse me contacter à tout moment. Mais, balbutiai-je, j'ai entendu des voix. Il me fixa de son étrange regard gris. Des voix? Oui, des drôles de voix. Il porta l'appareil à son oreille. Des voix? Répéta-t-il en riant. Tu n'as pas dû entendre des voix avec ce truc, Jack. Il se contente de sonner pour me signaler un message téléphonique. Je le dévisageais intensément. Disait-il la vérité? Il avait l'air si sincère. Mais, alors, est-ce moi qui devenais fou? M. Fleischmann poussa la porte. Entre donc, je vais te montrer sur quoi je travaille en ce moment. Je suis sûr que ça va te plaire. Merci, dis-je en repartant en reculant. Je ne peux pas, C'est une maquette de requin à 2 têtes, continua-t-il. Les têtes sont autonomes, chaque mâchoire obéit à sa propre télécommande. J'ai encore des problèmes avec le corps. Je n'arrive pas à faire tenir à l'intérieur tous les circuits, tant ils prennent de place, mais je l'interrompis. Je ne peux pas rester. Merci. Je voulais juste vous rendre votre bip. D'accord, Jack, dit-il en hochant la tête. Ce sera pour une autre fois. Et il rentra chez lui. Je rebroussai chemin, complètement désorienté. J'avais besoin de réfléchir tranquillement. Au lieu de rentrer à la maison, je décidai de prendre mon vélo et d'aller faire un tour. Je remontai l'allée de M. Fleischmann. Kirsch trottinait sur le trottoir, tenant toujours entre ses dents la balle de tennis. Chez moi, les fenêtres donnant sur la rue étaient sombres. J'en déduisis qu'Alice et mes parents étaient encore dans la cuisine. Je pensais tristement. Ils me croient cinglé. Le pire, c'est qu'ils avaient probablement raison. Un bip. Ce cube n'était qu'un simple bip. Je lançai un coup de pied rageur dans un pavé détaché de la bordure du trottoir. J'avais envie de me bagarrer, de cogner, envie de hurler comme un animal. Je me contentai d'envoyer le pavé bouler de l'autre côté de la rue si violemment qu'il se brisa en 2. Je ne prêtai pas tout de suite attention à l'espèce de sifflement qui retentit au-dessus de moi. Les pensées contradictoires qui s'agitaient dans ma tête m'empêchaient de l'entendre. Quand le bruit devint fort à m'en faire mal aux oreilles, je levai les yeux. Et là, je vis une boule flamboyante qui traversait la nuit, entourée d'étincelles. Je pensais que ça ressemblait à un feu d'artifice. Puis, je n'eus plus le temps de penser quoi que ce soit, parce que la boule de feu me tombait dessus. Une lumière éblouissante m'enveloppa. Aveuglé, je hurlais. Un choc sourd, puis le silence. J'ouvris les yeux. J'étais tombé à genoux sur le gravier. J'étais vivant. L'aveuglante lumière avait disparu. Je n'étais plus environné que par le halo jaunâtre d'un lampadaire. J'avais hurlé si fort que j'en avais mal à la gorge. Je pris une profonde inspiration. Il flottait dans l'air une odeur d'iode et de sel, comme au bord de la mer. Regardant autour de moi, je remarquai des centaines de petites étincelles flottant au-dessus de la rue comme des lucioles. C'était un spectacle totalement irréel. Je me frottais les yeux pour être sûr que je ne rêvais pas. Une à une, les étincelles s'éteignaient, laissant derrière elles une légère trace de fumée, vite dissipée. Alors je vis la boule rougeoyante, la boule de feu tomber du ciel. Elle avait atterri à l'entrée du jardin de M. Fleischmann, à 2 pas de moi. Je me mis à trembler si fort que mes dents s'entrechoquaient. J'essayais de me relever, mais j'avais les jambes en coton. Sans quitter des yeux l'étrange boule, j'attendis que les battements de mon cœur se calment un peu. Puis, lentement, je me redressai. J'avançai vers cette chose venue de l'espace. Une météorite, je murmurai. C'est incroyable. J'avais assisté à la chute d'une météorite. Elle m'était presque tombée dessus. C'était trop beau. Et moi j'étais là, à la regarder, tout tremblant. De peur? D'excitation? Je n'en savais rien. C'était un petit morceau de rocher rond comme une balle, à peu près de la taille d'une boule de pétanque. Un morceau de rocher venu de l'espace. Combien de milliards et de milliards de kilomètres avait-elle traversé avant d'atterrir ici, à mes pieds? Je me penchai sur la boule. L'air tout autour était chaud et dégageait une forte odeur un peu aigre. Peu à peu, le rougeoiement s'atténua. Était-ce encore brûlant? Est-ce que je pouvais la toucher?
En l'observant attentivement, je remarquai que la surface de la boule n'était pas lisse, mais creusée de minuscules cratères. Une météorite? Non, je n'arrivais pas à y croire. Il fallait absolument que je la ramasse. Oui, mais si je me brûlais? Je m'emparai d'un bout de bois qui traînait sur le sol. En le tenant à deux mains, pour dominer mon tremblement, j'en appuyai l'extrémité sur la météorite. Pas de grésillement, pas de fumée. Je m'agenouillai devant la chose. Oserais-je y toucher? J'approchai un index prudent, plus près, et je donnai une petite poussée à la météorite. Vivement, je retirai ma main, m'attendant à ressentir une brûlure. Rien. J'approchai à nouveau mon doigt. Je le posai quelques secondes sur la surface rugueuse. C'était chaud, mais pas trop. Je me remis à trembler, mais cette fois c'était d'excitation. Je venais de toucher un rocher venu des profondeurs de l'espace. Il fallait absolument que je le montre à papa et à maman. J'essuyai mes mains moites sur mon jean et saisis la météorite. Elle était plus lourde que je ne l'aurais cru. La serrant dans mes deux mains, je la soulevai doucement. À cet instant, une petite voix aiguë ordonna « Hé, repose ça tout de suite !» Je sursautai et je lâchai la météorite qui s'enfonça dans l'herbe avec un bruit sourd. Un éclat de rire me fit tourner la tête. « Alice, c'est toi qui as dit ça ?»« Évidemment, c'est moi. Qu'est-ce que tu imagines ?» Elle s'avança dans la lumière du lampadaire. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demandai-je peu aimablement. Je te regardais par la fenêtre et je me demandais ce que tu fabriquais. Je t'ai fait peur? Je haussai les épaules. Tu m'as fait lâcher là. Pourquoi as-tu ramassé cette vieille balle? Ce n'est pas une balle, c'est une météorite, comme celle dont il parle à la télé. Elle éclata de rire. T'es bête. Mais c'est vrai, c'est sûrement un morceau de la grosse météorite. Tu aurais vu cette lumière? C'était éblouissant. T'es bête, t'es vraiment trop bête, gloussa ma sœur. Écoute-moi 2 minutes, j'ai entendu un sifflement. C'est tombé à une telle vitesse, j'ai cru que j'étais mort. Trop bête, répéta Alice. Pourquoi tu racontes des histoires? Ce n'est rien qu'une vieille balle. Je te dis que c'est vrai, hurlai-je. C'est tombé du ciel. D'accord, te fâche pas, le martien. Oh, ça va. Alice se mit à danser autour de moi en scandant Martien, Martien, Martien. À genoux près de la météorite, je lui lançai un regard soupçonneux. Tu n'as vraiment rien vu tomber du ciel? Bien sûr que non, on n'a jamais vu une balle en caoutchouc tomber du ciel. Ce n'est pas du caoutchouc, Alice, c'est un morceau de rocher, un rocher venu de l'espace. Elle fit semblant de bâiller. Tu m'ennuies avec tes histoires. Alice est vraiment nulle. Papa et maman me croiraient, eux. Cette fois, j'avais quelque chose à leur montrer, quelque chose de réel. Je ramassai avec précaution la météorite. Arrête ton cinéma, cria ma sœur. Ce n'est pas lourd, ne fais pas semblant. Je grognai. C'est lourd. Et ignorant ces rires moqueurs, je marchai à pas prudents vers la maison. Martien, 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 j'entendais Alice derrière mon dos. J'entrai chez nous et je courus dans le salon. Papa et maman étaient devant la télé. Je criai. Je l'ai, un morceau de la météorite. Il est tombé derrière chez nous. Je l'ai ramassé, regardez. Ils me jetèrent un vague regard. Maman dit une boule de pétanque? Mais non, c'est tombé du ciel. C'est une météorite. Une vraie. Et moi, renchérit Alice, j'en ai vu 2. Non, 5. Elles sont tombées de la lune. Alice, on t'est déjà dit d'aller te coucher, la raboua papa. Il est tard. Quand papa parle sur ce ton, Alice obéit. Elle tourna les talons pour monter dans sa chambre. Papa se leva et me posa la main sur l'épaule. Écoute, Jack, on comprend que tu sois troublé. Ces nouvelles à la télé ont quelque chose d'inquiétant, mais n'aie pas peur, personne n'est en danger. J'insistais en levant vers lui le morceau de rocher. Mais c'est une météorite, papa. Va te mettre en pyjama, dit maman d'une voix douce. Je viendrai te dire bonsoir quand tu seras au lit. Et pose cette boule, ordonna papa. Tu t'effraies pour un rien. Je gémis. Ce n'est pas une boule. Ça va aller, Jack, reprit maman.
On a rendez-vous chez le docteur Bendix demain matin. Va dormir maintenant. » J'ouvris la bouche pour protester, mais j'y renonçai. À quoi bon? Il ne me croirait pas. Il ne me croirait jamais. Je montai dans ma chambre. J'entendis Alice chantonner dans la salle de bain. « Martien, Martien, où t'en vas-tu? » « Je vais dans l'espace avec mon chapeau pointu. » Alice a le chic pour inventer des chansons idiotes. Elle dit n'importe quoi, du moment que ça rime. Je claquai la porte de ma chambre. Je me répétais amèrement « Ils sont trop bêtes. Tous. Un de ces jours, ils seront bien obligés de me faire des excuses. Ils seront bien obligés de reconnaître que j'avais raison. » Je déposai doucement la météorite sur ma commode, la calant pour être sûr qu'elle ne roule pas. Puis je me mis en pyjama. Au moment où je me glissais dans mon lit, j'entendis les voix. Ténues, lointaines, les voix. Pourtant je n'avais plus le cube. Je l'avais rendu à M. Fleischmann. Mais j'entendais à nouveau les voix. Alors, c'est qu'elles venaient de l'intérieur de ma tête. J'étais vraiment devenu fou. Je plaquais mes mains sur mes oreilles, mais j'entendais toujours les voix, toutes proches. Et je les comprenais. Ils arrivaient. Les voix le disaient. Ils arrivaient. Les voix montaient, s'affaiblissaient, entrecoupées de sifflements aigus. Je pressais un oreiller sur ma tête, sans réussir à les faire taire. « Tu vas nous aider ?» J'entendais ces mots, si nets, si impérieux. « Tiens-toi prêt, obéis aux ordres. »« J'obéirai, » répétais-je en écho. Et presque aussitôt, je criais. « Non !» Je devais me battre. Je ne devais pas le laisser me dominer comme ça. Mais comment? Les voix m'encerclaient, m'emprisonnaient dans leur filet invisible. « Tiens-toi prêt, tu vas nous aider à nous implanter, à nous multiplier. Obéis aux ordres. » Complètement épuisé, je murmurais. « Oui, oui. » Mais je tentais encore de résister. J'essayais encore de rester moi, Jack Archer. Jack Archer ne deviendrait pas un esclave. Jack Archer refuserait d'obéir. Il ne les aiderait pas. Pour couvrir l'incantation obsédante, je répétais mon nom indéfiniment. Tant que j'aurais conscience d'être moi, elles ne me tiendraient pas en leur pouvoir. Je m'assis sur mon lit, si tendu que chaque muscle me faisait mal. « Je dois prévenir les gens, me dis-je. Il faut que tout le monde sache ce qui menace notre planète. » Mais qui voudrait me croire? Mes propres parents me prenaient pour un fou. Ils ne pensaient qu'à m'emmener chez le médecin. Qui pourrait me croire? « Tiens-toi prêt. Nous implanter, nous multiplier, obéir aux ordres. La victoire finale, la victoire, la victoire. » Soudain, une idée avait flashé dans ma tête. Je me souviens de ces appels radio que papa capte parfois en voiture. On y entend des gens échanger des informations sur les ovnis, les extraterrestres, des trucs comme ça. J'allumai le petit poste sur ma table de nuit en prenant garde de ne pas mettre le son trop fort pour ne pas alerter mes parents. Je me mis à tourner furieusement le bouton jusqu'à ce que je trouve la bonne station. Un auditeur parlait d'un épisode de Star Trek. Puis l'animateur reprit l'antenne, rappelant le numéro de téléphone. J'appelai tout de suite. La ligne était occupée. Je recommençai 6 fois. La 7e fut la bonne. « Au-delà des mondes, » annonça une voix de femme. « Je vous écoute. »« Ils arrivent, » criai-je. « Les autres. »« Quel est ton nom ?»« Jack Archer. Il faut prévenir tout le monde. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Ils vont envahir la Terre. Ils sont tout proches. »« Quel âge as-tu, Jack ?»« 12 ans. Mais quelle importance. Écoutez-moi, je vous en prie. Les voix me l'ont dit. Elles me parlent, elles disent qu'ils arrivent. » Il y eut un temps de silence, puis la douce voix reprit. « Jack, veux-tu être gentil ?»« Pardon ? » ?»« Oui, sois gentil, rappelle-moi dans une dizaine d'années, d'accord ? » « Mais... » J'entendis un cliquetis, puis la tonalité. Je raccrochai rageusement. Elle ne m'avait pas cru. Alors qui me croirait ? Je pris un papier et un crayon et décidai de faire une liste des personnes susceptibles de me croire. J'écrivis 1. Mes parents. Je devais tenter le tout, encore une fois. 2. Monsieur Lys. Monsieur Lys est mon prof de sciences.
J'aurais dû penser à lui plus tôt. Il est passionné d'astronomie. 3. Monsieur Fleischmann. Il ne me croirait probablement pas, mais il était une sorte de scientifique lui aussi. Qui d'autre? Personne. Non, je ne voyais plus personne. Mais curieusement, d'avoir fait cette liste m'avait un peu calmé. J'éteignis ma lampe et me glissai dans mon lit. Sur la commode, la météorite luisait doucement. Je décidai de la montrer à M. Lys. Il verrait bien qu'il se passait des choses étranges. Épuisé, je finis par glisser dans un sommeil agité. Il me sembla que quelques minutes seulement s'étaient écoulées quand maman vint me réveiller, le lendemain matin. Je m'habillai rapidement et je descendis à la cuisine. Papa et maman buvaient leur café. Je m'assis près d'eux et pris une grande inspiration. J'allais faire une dernière tentative. J'allais parler calmement, sérieusement. Peut-être m'écouterait-il enfin? « Comment te sens-tu ce matin, Jack » demanda maman. « Bien, tout à fait bien, mais je voudrais vous parler de quelque chose. »« Oui, » dit papa en se tournant vers moi. « Eh bien, commençai-je. À cet instant, Alice entra dans la cuisine comme une bombe en criant « J'ai trouvé une météorite, regardez, j'en ai trouvé une moi aussi. » Je bondis de mon siège. « Fais voir !» Je lui arrachai l'objet des mains et je poussai un grognement dépité. Une balle. Ce n'était qu'une vieille balle en caoutchouc. « Laisse-moi regarder, dit papa. » Il fit rouler la balle dans sa paume en faisant mine de l'examiner gravement. Alice me tira la langue. « Là, moi aussi j'en ai trouvé une. » Je m'étais promis de garder mon calme, mais je ne pus m'empêcher de hurler. « La mienne est une vraie !» Et voilà, une fois de plus ma sœur ruinait tous mes plans. Mes parents ne m'écouteraient plus maintenant. Avec un grognement de rage, je quittai la cuisine et filai dans ma chambre. J'attrapai mon cartable, pris la météorite sur la commode et quittai la maison comme une furie. J'entendis mes parents m'appeler, mais je ne prêtai pas attention. J'étais la seule personne dans cette ville, et peut-être même sur cette planète, à connaître la vérité. Des envahisseurs venus de l'espace menaçaient la Terre, et mes parents faisaient semblant de croire que la balle de mon idiote de sœur était une météorite. Et moi, qui me croirait enfin? Qui? Monsieur Lys me croirait, lui. Il était professeur de sciences, et les gens l'écouteraient. Je remontai la rue à grands pas, clignant des yeux sous le vif soleil matinal. Bientôt Margot et Léa me rejoignirent. « Tiens, tu apportes une boule de terre » dit Margot en désignant la météorite que je serrais dans la main. « Tu veux encore la jeter contre la vitre » Je ne trouvais pas ça drôle. Je tentais de leur expliquer. « Ce n'est pas une boule de terre, c'est tombé du ciel. Je pense que c'est une météorite. »« T'as entendu, Léa » a raillé Margot. « Jack est tombé du ciel. »« Ouais, il est tombé sous la tête. » Elles gloussèrent, et moi, au lieu de me taire, j'insistais bêtement. Je pense que des extraterrestres l'ont envoyé pour tester l'atmosphère, ou peut-être pour localiser un point d'atterrissage. Cette fois, les filles cessèrent de rire. « Arrête le martien, dit Margot. Tu dis n'importe quoi. » J'en avais assez de leurs réflexions idiotes. Je criai. « Je vous jure que c'est vrai. » Et je partis en courant. En franchissant le portail du collège, je vis que des élèves me désignaient du doigt en riant. Je montai les marches 4 à 4 et je poussai la porte du laboratoire. « Monsieur Lys, j'ai quelque chose à vous montrer. » Il n'était pas là. Je n'avais cours de science que 2 heures plus tard. Je ne pouvais pas garder la météorite avec moi tout ce temps. Je la déposai donc sur une étagère au fond de la pièce et je rejoignis ma classe. La matinée n'en finissait pas. Je n'écoutais pas un mot du cours de maths de Madame Hoff. L'œil rivé sur la pendule, je comptais les minutes, attendant impatiemment le moment où je pourrais enfin parler à Monsieur Lys. Je me promettais de rester parfaitement calme, d'adopter un ton scientifique et détaché. D'abord, je lui montrerai la météorite, puis je lui parlerai des voies. Je lui révélerai les ordres qu'il me donnait. Alors M. Lys m'aiderait à mettre au point le moyen d'alerter la population et de la préparer à résister aux envahisseurs. La voix de Madame Hoff interrompit mes réflexions. « Peux-tu résoudre cette équation, Jack ?» Je regardais autour de moi. Pourquoi me fixaient-ils tous en souriant ? « Eh bien, Jack ?» insista Madame Hoff. De quoi parlait-elle ? Je n'en avais pas la moindre idée. Devant mon air ahuri, toute la classe éclata de rire. La prof aussi. « Désolée de t'avoir réveillé, Jack, dit-elle.
J'avais envie de répondre. J'ai en tête des choses plus graves que ces équations débiles, bien plus graves. Au lieu de ça, je me tus, attendant qu'ils finissent de rire. Dès que la cloche sonna, je bondis de ma place pour filer au labo. Mais Madame Hoff m'intercepta au passage. Elle voulait s'assurer que j'avais bien noté les exercices à faire pour le lendemain. Le temps que j'arrive, le laboratoire était plein. Les élèves, assis à leur place, ouvraient leurs cahiers. Monsieur Lys était encore dans le couloir, parlant à un autre professeur. Enfin, j'allais pouvoir lui montrer la météorite. Laissant tomber mon cartable, je courus vers l'étagère. Je poussai un cri d'horreur. La météorite avait disparu. Où était-elle passée? Pris de panique, je me mis à trembler. Soudain, j'entendis un rire. Je me retournai et je vis Henri, assis dans la rangée près de la fenêtre, avec un large sourire. Il leva la main, il tenait la météorite. « Hé !» criai-je, « donne-moi ça !»« Viens la chercher, le martien !» Je me jetai sur lui, mais il l'avait déjà lancée à Derek. Je fonçai sur Derek qui la renvoya à Henri. Autour de nous, les autres riaient et applaudissaient. Je suppliais. « Faites attention, ce n'est pas une balle !» Henri la lança à Margot, qui me le renvoya. « Tiens, voilà ta soucoupe, le martien !» Je tendis le bras pour l'attraper, mais Derek l'avait déjà interceptée. Il la relança à Margot. Presque en larmes, je criai. « Arrêtez, ne la faites pas tomber, c'est une météorite, une vraie !» Mais il ne m'entendait pas. Toute la classe était debout, riant, applaudissant, scandant. « Oh, le martien, pars dans ta soucoupe !»« Non, arrêtez !»« Ici, ici !»« Non !» Margot lança la météorite à Henri. Je plongeai pour l'attraper. Manqué. Henri aussi l'avait manqué. Le précieux caillou venait de filer par la fenêtre ouverte. Dans la classe, le vacarme était à son comble. Je courus à la fenêtre et me penchai pour voir où il était tombé. Alors j'entendis les voix. Elles m'ordonnaient. « Saute, saute, saute !» Je grimpai sur le rebord de la fenêtre. « Ne fais pas ça !» hurla Margot. Je regardais en bas. 5 étages. Trop haut pour sauter. Mais une force me poussait et je me penchai. Encore. Encore. Saute, saute, saute. J'entendis la voix railleuse de Derek. Attention, le martien va s'envoler. Mais arrêtez-le, suppliait Margot. Arrêtez-le. Saute, saute, saute. À vos ordres. Non, hurla quelqu'un. Je réalisai que c'était moi-même. Non, je ne sauterai pas. Je n'obéirai pas. Je descendis de la fenêtre, secouant la tête comme pour en chasser les appels. Je me retournai, je vis une mer de visages qui me fixaient. Bousculant les élèves, je traversai le labo et fonçai dans le couloir. Je dévalai les marches 4 à 4 et je fis irruption dans la cour. « Où est-elle » me demandai-je, examinant le sol d'un regard affolé. Elle était tombée du 5e étage. Elle s'était peut-être cassée. Elle était peut-être réduite en poussière. Je la vis. Elle était posée sur une touffe d'herbe, intacte. Je la pris délicatement entre mes mains. Là-haut, penchée aux fenêtres du labo, toute la classe scandait en chœur « Le martien, le martien, le martien !» Je levai la tête et je vis Monsieur Lys qui me fixait d'un air incrédule. « Et voilà, pensai-je, maintenant il me prend pour un fou. Lui non plus ne me croira pas. » Un sanglot me secoua. Serrant la météorite contre moi, je m'enfuis du collège. Je remontai la rue en courant. Les hurlements de mes camarades me poursuivaient et les appels de Monsieur Lys m'ordonnant sans doute de revenir. Mais je ne voulais pas revenir. Je voulais échapper à leurs moqueries, à leurs rires. Je courus sans m'arrêter jusque chez moi. Il n'y avait personne à la maison à cette heure. Hors d'haleine, je grimpai dans ma chambre, je posai la météorite sur mon bureau et me jetai sur mon lit. La tête sur l'oreiller, la bouche grande ouverte, je luttais pour reprendre mon souffle, pour retrouver mon calme. Les voix retentirent dans ma tête. « Tiens-toi prêt, tu dois obéir aux ordres. Nous arrivons, nous remporterons la victoire. » Je bondis sur mes pieds,
Je claquais des talons et criais. « À vos ordres, je suis prêt !» Je me tenais au garde-à-vous au milieu de ma chambre, les yeux fixés sur la météorite. Ma voix résonnait dans la maison vide. « À vos ordres, je suis prêt !» Ainsi, l'arrivée des envahisseurs était imminente. Quels étaient leurs plans? Ils parlaient d'implantation, de victoire. Venaient-ils nous faire la guerre? Avaient-ils l'intention de nous détruire? Je tendais l'oreille, essayant d'en saisir davantage, mais les voix se perdaient maintenant dans un murmure confus, et je ne comprenais plus rien. Par moments, j'étais totalement en leur pouvoir. Ensuite, je redevenais moi-même et retrouvais la liberté de penser. Profitant d'un de ces instants, je pris sur ma table de nuit la liste des personnes qui pouvaient m'aider. Je la relis. Monsieur Fleischmann, bien sûr, le dernier nom sur ma liste. À nouveau, je me sentis submergé par les voix. Elles m'ensorcelaient, m'hypnotisaient. Puis, elles s'éloignèrent. Alors, forçant mes jambes à avancer, je quittai ma chambre et sortis dans le jardin. Le ciel s'était couvert, l'air était lourd et humide. Je me glissai par le trou de la clôture et remontai l'allée vers la maison de M. Fleischmann. Je me répétais, il est ma dernière chance, il faut qu'il me croie. J'arrivai devant son porche quand j'entendis sa voix. Par la vitre de sa cuisine, je le voyais marcher de long en large. Il parlait au téléphone. Je m'apprêtais à l'appeler, mais entendant ce qu'il disait, je m'arrêtai net. « Oui, disait-il, je suis prêt. » Prêt? Je me collai contre le mur pour mieux écouter. « Je sais, reprit-il. J'avais perdu le communicateur quelque temps. Le gamin d'à côté l'avait emporté. Non, il n'a pas su ce que c'était. » Ainsi, ce n'était pas un bip. Monsieur Fleischmann m'avait menti. Le cœur battant, je tendis l'oreille, tâchant d'en saisir chaque parole. « Oui, général, j'ai retrouvé le communicateur à temps. Je les entends clairement maintenant. L'invasion a commencé. » Saisi, je relevai la tête. Il continuait à arpenter la cuisine, le téléphone collé à l'oreille. Soudain, il se retourna. Ses étranges yeux gris me regardèrent l'espace d'une seconde. Déjà je m'étais laissé tomber sur le sol. M'avait-il vu? Non. Il poursuivait sa conversation. « Pas de problème, général. J'ai les choses en main. Ils n'ont pas une chance. Nous les détruirons tous. À vos ordres, général. Vous pouvez compter sur moi. » Il m'avait menti. Tout était clair maintenant. Monsieur Fleischmann ne travaillait pas pour le cinéma. Ces faux monstres, ces fantômes. C'était du bidon, il m'avait bien eu. Mais maintenant j'avais découvert la vérité. Monsieur Fleischmann travaillait pour le gouvernement. Il était probablement un agent du FBI spécialisé dans la lutte contre les extraterrestres. C'était ça son vrai boulot. Je venais de l'entendre dire qu'il était prêt, qu'il les détruirait. Je m'éloignai sur la pointe des pieds, repassai de l'autre côté de la clôture. Je n'avais plus qu'à courir jusqu'à ma chambre, prendre la météorite et l'apporter à M. Fleischmann. Il était au courant de tout. Il avait entendu les voix. Lui aussi il connaissait la menace des envahisseurs. Il saurait me dire si cette météorite venait bien d'eux. J'avais un point de côté quand je poussai la porte de la maison. Je grimpais les escaliers en courant. Soudain, je repensais aux voix. Je ne les avais pas entendues dehors. Bizarre. J'essuyai la sueur qui coulait sur mon front, je poussai la porte de ma chambre et je m'arrêtai net. La météorite, sur mon bureau, elle bougeait. Je m'approchai lentement. De la boule de rocher tombée de l'espace émanait une lueur verdâtre qui devenait de plus en plus brillante. On aurait dit un petit soleil vert. La lumière était éblouissante maintenant, au point que je dus me protéger les yeux. Et elle répandait une chaleur semblable à celle d'un rayon de soleil. Toute ma chambre étincelait. La météorite bougea de nouveau. Elle frémissait. Elle tremblait. J'entendis un craquement, comme si l'on brisait une coquille de noix. Le sommet de la boule se fendit. Un gémissement terrifié s'échappa de ma gorge. Je fis un pas en arrière, chancelant, à demi aveuglé par l'intense lumière. Une sorte de brindille verte sortit par l'ouverture, suivie d'une autre. Non, ce n'était pas des brindilles, c'était comme des pattes. Quelque chose de vivant était en train d'apparaître.
Haletant, les jambes molles, je regardais, fasciné. Malgré ma peur, je fis un pas en avant, puis un autre. Il fallait que je voie ça, que je voie de plus près cette incroyable créature. Une petite tête émergea, verte et humide, un peu comme une tête de lézard. Les deux pattes de devant s'étirèrent, la tête se redressa, semblant aspirer l'air pour la première fois. Puis un corps mince apparut, un corps d'insecte. « Oh !» fis-je en cachant à demi mon visage dans mes mains. Tirant sur ses pas de devant, l'étrange créature s'extirpa de sa boule de roc et sauta sur mon bureau. Elle était verte, humide et luisante, à peine plus grosse qu'une sauterelle. Ses deux yeux ovales, d'un noir profond, semblaient observer le plafond. Les pattes tapotaient mon bureau avec un petit bruit sec. Soudain, elles se mirent à s'allonger. La tête grossit, le mince corps s'épaissit. La créature avait la taille d'un lézard. Je lâchai dans un souffle. Je n'arrive pas à y croire. Elle grossissait, grossissait, grossissait. Elle sauta à terre avec un flop sourd. Elle avait laissé sur mon bureau une trace verdâtre, semblable à la traînée de bave d'une limace. Alors, à nouveau, j'entendis les voix, de plus en plus près, de plus en plus fortes. Je compris qu'elles venaient de la météorite. Donc je n'étais pas fou, les voix n'étaient pas dans ma tête. La créature grossissait toujours. Elle arrivait déjà à la hauteur de mon bureau. Elle se tenait debout sur ses pattes arrière. À l'extrémité de ses pattes de devant, des espèces de mains se formèrent, repliées d'abord comme un poing. Elles s'ouvrirent lentement, laissant apparaître chacune 3 doigts. La tête aussi changeait. Un large front carré se forma. Sous les yeux ovales se creusèrent 2 narines et une mince bouche sans lèvres. La créature fit 2 pas vers moi, laissant derrière elle des traces vertes et gluantes. Elle grandit, grandit, jusqu'à ce que je voie mon propre reflet dans ses yeux. Une créature de l'espace. Elle me regardait. Je restais là, immobile, paralysé de terreur. La créature tendit ses longs bras vers moi. Elle ouvrit ses mains à 3 doigts. Elle continua de grandir, verte et luisante, comme une pelouse après la pluie. Elle me dominait maintenant de toute sa hauteur. Et lentement, lentement, elle s'approcha.